Chers contradicteurs, très cher public, bonjour. Ma présence aujourd'hui a pour but de défendre la réputation de mon client, Monsieur Rocco Siffredi, dont le vrai nom est Rocco Tano, face aux allégations fumeuses que va tenter d'utiliser mon contradicteur pour discréditer son travail acharné. Alors, Rocco Siffredi est-il un X-Men? Face à cette question tendue, qui m'aura valu de longues soirées éreintantes à me triturer l'esprit, la réponse m'est apparue comme évidente. Oui, mais oui, bien sûr que Rocco Siffredi est un X-Men. Et il serait d'ailleurs outrageant d'oser en prétendre le contraire. Dans un premier temps, je vais défendre le processus qui a permis à mon client de devenir l'une des personnalités les plus importantes et influentes du monde de la pornographie. Dans un second temps, je vais vous démontrer que mon client est non seulement un, mais les X-Men. C'est un homme aux multiples facettes que je défends aujourd'hui et qui a su, au fil du temps, développer ses capacités et ses domaines de travail de manière à pouvoir s'imposer sur tous les fronts. Sa gloire actuelle n'était pourtant pas imaginable à l'origine. Il est né dans un petit village italien, de confession catholique. Sa mère le voyait même devenir prêtre, comme tout bon enfant de cœur. Bien heureusement pour lui, les événements lui ont permis d'éviter de tomber dans ce gouffre sans fond et sans morale que perpétraient ses ancêtres italiens de la Rome antique. Je parle de la pédophilie. C'est à 18 ans, après un séjour de 2 ans dans la marine italienne, que mon client fit la rencontre de son menteur, un homme qui changera sa vie, Marc Dorcel, un maniaque de la pornographie, qui lui fit tourner son premier film, Belle d'amour. Ah, ce fut un changement drastique pour lui, qui pouvait enfin commencer à vivre de sa passion, et même plus de son addiction. Car oui, mon client est malade. Mon client est addict au sexe. Il aime ça. Et il est malade quand il ne le pratique pas. Il avait tenté pourtant en 2004 de prendre sa retraite d'acteur pornographique pour s'occuper de sa famille. Mais non, il n'a pas réussi. Il est retombé dans cette obsession malsaine. Alors oui, ce dont je vous parle peut parfois heurter les consciences, la morale ou encore le politiquement correct. De très nombreuses personnes affichent une moue à moitié scandalisée lorsque l'on parle de pornographie, de sexe ou de tout ce qui s'en approche. Simplement parce que l'on n'est pas censé en parler. Ça ne se dit pas. Mon client ainsi que sa propre mère en ont subi les frais. Pardon. Après le choix qu'il ait fait de se lancer dans le monde du X. Chacun des habitants venait à tour de rôle visiter sa mère pour entrer chez sa mère pour soit la consoler d'un côté, soit de l'autre côté s'insurger contre se laisser aller. Comment pouvait-elle laisser son fils aller dans un domaine aussi malsain que la pornographie? Elle, qui lui avait donné sa bénédiction, leur a à tous répondu la même chose. Je cite, « Je lui ai fait une bite comme ça, et il fait ce qu'il veut avec. » Et c'est un fait, tout comme le statut de mon client, qui est un homme du X, un homme qui fait partie de ce monde. C'est un fait. Et un homme du X, je dirais même plus, des hommes, des X. Il n'est pas seulement cet acteur insignifiant chauve qui va tourner des scènes lorsque l'on l'appelle. Non, mon client est plus que ça. Mon client, c'est Rocco. Rocco Tano, Rocco Siffredi, Rocco Carlucci, lorsqu'il est question de réaménagement d'intérieur, Rocco Malkovich. Qui n'a jamais rêvé de voir Rocco dans la peau de Malkovich? Rocco Tudor, parce que oui, il aime l'histoire, c'est un homme de culture. Rocco de Milano, alors là je ne l'ai pas compris parce qu'il vient d'un village du nom d'Ortona. Rocco Siffredi,
un autre rôle dans lequel il arbore de longues griffes, j'y reviendrai plus tard. Rocky Siffredi, sa personnalité la plus violente. Ou enfin, les talents italiens. Après sa parodie de Spirit, oui, vous savez, celle que vous aviez pensé acheter pour votre fils, pour lui faire plaisir, avant de vous rendre compte que non, un attribut de cheval n'est pas un cheval. Alors, mon client n'est pas non plus seulement un acteur. Il est également réalisateur, producteur. Dès 1995, il faisait tourner dans ses films des acteurs venus du Rocco Siffredi Fan Club. C'est réel. Il gagne un nombre de prix incroyables dans le monde du X. Le AVN Hall of Fame, les XBiz Awards, les Venus Awards, la X-Rated Critics Organization Hall of Fame, et de nombreux hot dogs, c'est un peu comme la Palme d'Or. Cet homme a couché avec plus de 5000 femmes. Imaginez. Cet homme est également polyglotte, anglais, français, italien, hongrois. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'il a visité plusieurs glottes, mais qu'il manie plusieurs langues. Effectivement, la précision n'est pas très utile dans le cas de mon client. Il a tourné dans 714 films pornographiques en tant qu'acteur. Il en a réalisé 341. C'est incommensurable. Il a rencontré sa femme durant le tournage d'un film. Et oui, il est encore avec. Cet homme est réputé pour ce qu'il est. Il a été invité sur de très nombreux plateaux télé. Il a même tourné une série de télé-réalité qui s'appelle Casa Siffredi. Il est réputé pour ce qu'il est. Un X-Men. Un homme qui vit dans le monde du X et qui est énormément de personnages du X. Personne ne pourra lui retirer ce qu'il a fait, ce qu'il a créé et ce qu'il est aujourd'hui. Un mythe, une légende, un surhomme du sexe. Une sorte de mutant, en fait. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? La mutation. La mutation, c'est une modification rare, accidentelle ou provoquée de l'information génétique et est un des facteurs de l'évolution à travers la sélection naturelle qui conservera ces changements s'ils sont bénéfiques au bien de l'espèce. Sélection naturelle qui, via le principe de reproduction, ne gardera que les meilleurs éléments, laissant les moins aptes hors course. Très bien? C'était la définition chiante. De fait, une mutation génétique physique améliorant l'attrait d'un individu vis-à-vis du sexe opposé lui permet de se reproduire plus facilement et donc théoriquement d'avoir une descendance plus importante. Mon client est ce mutant. Et je vous mets au défi de me trouver juste une seule personne ayant eu un rapport sexuel avec autant de femmes que lui. Revenons-en à cette mutation que mon client a subie. Connaissez-vous la taille moyenne d'un pénis en Italie? 15,7 cm. Désormais, savez-vous comment est-ce que mon client fait pour avoir un pénis de 24 cm? Il le plie en deux. Alors, trêve de plaisanterie. Je souhaiterais mettre l'accent sur ce côté inhumain, en quelque sorte, de Rocco Siffredi, qui attise à lui seul des foules de femmes totalement éblouies par son charisme, son aura. Et là, je ne parle pas uniquement des femmes travaillant dans tout autre domaine, mais également d'actrices pornographiques. Et c'est véridique, elles sont éblouies, elles sont en phase lorsqu'elles savent qu'elles vont tourner un film avec ce fameux Rocco Siffredi. Alors oui, ce mutant légendaire, qui est mon client, est un X-Men. C'est un mutant, c'est un X-Men. Alors, la dernière action dont mon client est à l'origine, et dont je souhaite vous parler brièvement. Merde. Sincèrement désolé. Ah, elle était là. Alors, donc, est un X-Men. Et pas uniquement un, car nous pouvons dès à présent le comparer à un nombre impressionnant des membres de cette équipe, l'équipe des X-Men bien connue de tous, présents dans tous les plans, bien entendu. Débutons avec les héros normaux des X-Men, qui semblent chacun faire partie, être une partie en fait de Rocco. Le style pornographique de mon client, que j'appellerai personnellement le style rococo, s'appelle en réalité le gonzo.
une catégorie très violente de pornographie, très sauvage. Et l'on retrouve parmi les X-Men, bizarrement, un héros dont le pseudonyme est le Fauve. Je pense qu'il y a un rapport entre les deux. Ensuite, nous pouvons aussi retrouver Roquette. Roquette, nul besoin de vous faire un dessin. Colossus également. Rocco est une véritable force de la nature et peut lui aussi devenir dur comme l'acier. Big Bang. Sans commentaire. Wolverine, dans deux dimensions différentes, bien entendu. D'un côté, nous avons Jackman, le sexe symbole concrètement. Et il y a aussi le symbole phallique des griffes. Pyro, qui est bouillant comme la braise. Mystique. Excusez-moi langue, j'ai ripé. Gambit, mon Gambit. Excusez encore ma langue, j'ai à nouveau ripé. Alors Diablo également, Diablo qui fait partie des X-Men. Diablo, et nous retrouvons une citation de Rocco Siffredi lui-même qui disait, lorsqu'il était enfant, « Mon sexe était un démon qui avait pris le contrôle de mon corps. » Et enfin, le prof X. Monsieur. Alors, le X-Men le plus anormal dont je vais vous parler et avec lequel je vais conclure cette plaidoirie, eh bien c'est Stan Lee. Ah, Stan Lee. La dernière action dont mon client est à l'origine, alors je fais un petit... La dernière action dont mon client est à l'origine et dont je souhaite vous parler brièvement est la création d'une école, une université du hard. C'est véridique. C'est dans cette école que 30 jeunes, 15 filles, 15 garçons vont apprendre à développer ce qu'il appelle leur talent naturel, pour le sublimer. C'est ainsi qu'ils cherchent à trouver ces jeunes surdoués pour continuer à développer et à faire évoluer les mœurs sur la pornographie et le rapport au sexe. Il ne sera pas le professeur, mais le créateur, celui qui écrit cette histoire, celui qui donnera un nom à ses élèves. On retrouvera sa patte, sa signature en eux. On les produira en film. Au cours de leur enseignement, ils auront probablement des amourettes. Et certains deviendront tour à tour professeurs dans cette école. À cet instant, eh bien, on se rend compte que Stan Lee est comme Rocco Siffredi. Comme lui, il a été poursuivi pour agression sexuelle, d'une part. Et d'autre part, il a construit ce monde. Ce monde que Rocco essaye de construire lui aussi. De faire évoluer les pensées vis-à-vis de la pornographie, vis-à-vis du sexe, qui était un sujet tabou il y a encore quelques dizaines d'années. Rocco est un homme qui vit dans le X, qui est une personnalité extrêmement importante du X. Il est dans tous les domaines, dans toutes les catégories du X. Et à cet instant, la fiction et la réalité se confondent. La pornographie est-elle la réalité? De nombreux jeunes qui regardent activement cette pornographie se mettent à tenter de reproduire les actes filmés lors de films X, comme si ce qu'ils voyaient était réel. Étant donné qu'ils voient des personnes réelles et qu'ils réalisent des choses humaines. Et d'un autre côté, les X-Men sont-ils une fiction? À l'origine, bande dessinée, comics, on s'est mis à utiliser des hommes et des femmes, personnifiant et humanisant ces êtres fictifs. Aujourd'hui, des mutations génétiques impensables à l'époque, lorsque ces personnages ont été créés, sont théorisées scientifiquement. Alors aujourd'hui, j'espère avoir réussi à vous convaincre que mon client, Rocco Siffredi, que ce soit en tant que personne réelle ou personnage fictif, à travers ces différents films, à travers ces différentes actions, dans tous les domaines, eh bien c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est un roc, que dis-je, un X-Men. Merci. Bonjour à tous. Ça commence mal. Voilà. Cher jury, Monsieur le Président, cher public, il est des questions
À un moment donné de notre existence, nous sommes tous amenés à nous poser. L'amour est-il vraiment dans le prêt? Le fist-fucking est-il une pratique au point? Rocco Siffredi est-il un X-Men? Pour répondre à cette dernière question, dont la réponse, vous l'aurez compris, est négative, je vais devoir m'employer à définir les termes du sujet. Rocco Siffredi donc. Qui est-il au juste? Pour le savoir, mon premier réflexe fut de regarder l'intégralité. Excusez-moi, lâchez votre micro parce que si vous êtes trop près, c'est très désagréable pour nous. Laissez-le, ça devrait marcher comme ça. Sauf si ça fait partie de votre jeu. Non, pas du tout. Je vous entends très bien. D'accord. Qui est-il au juste? Je reprends. Pour le savoir, mon premier réflexe fut de regarder l'intégralité de sa filmographie, afin de me laisser pénétrer par le sujet. Après un bref tour d'horizon d'Internet, j'apprends que son nom de scène provient de sa fascination pour Alain Delon, et plus précisément de deux personnages interprétés par l'acteur français au cours des années 60 et 70, Roch Siffredi dans Borsalino de Jacques Deray et Rocco Parodi dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti. On comprend aisément que la figure d'Alain Delon, self-made man, parti de pas grand-chose pour arriver au sommet, ait pu inspirer le petit Rocco Siffredi, lui-même issu d'un milieu modeste, comme l'a rappelé mon cher contradicteur. Né dans l'Italie rurale de la deuxième moitié du XXe siècle, il s'est fait tout seul, à la force du poignet, si j'ose m'exprimer ainsi. En effet, dès l'âge de 9 ans, il se masturbait en cachette dans les latrines familiales. Sa mère, qui rêvait d'en faire un enfant de cœur, et a même réussi, a vite compris que ces pratiques peu catholiques l'éloignaient de la vocation sacerdotale. C'est pourtant avec la bénédiction de sa mamma qu'une fois la majorité venue, Rocco Siffredi vient en France, et plus précisément à Paris, attiré à la fois par les feux de la ville lumière et par la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité, 95D ». S'en est suivi la carrière que l'on connaît, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je vous renvoie à certains moteurs de recherche savamment choisis, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à Pornhub, YouPorn ou encore RedTube. Quant à moi, je jette un voile pudique sur ce conte de fées, nimbé de tendresse iconique, que constitue l'œuvre de Rocco Siffredi, et je me concentre sur le deuxième terme essentiel du sujet, X-Men. Et là, je me heurte à un problème, mon cher contradicteur. Au premier abord, le terme X-Men revêt en effet une double signification. Laquelle retenir? Devant cette interrogation, je reste dubitatif. Le doute m'habite. En un mot. On pourrait le comprendre effectivement comme faisant référence aux X-Men, c'est-à-dire littéralement aux hommes du X, les acteurs porno, comme on les appelle trivialement. Mais alors, comment expliquer cet anglicisme bizarre? Et pourquoi ce pluriel malvenu? Si vraiment le sujet avait été formulé de la sorte, la question aurait dû être « Rocco Siffredi est-il un X-Man » Et même dans cette hypothèse, la question restait la même. Jamais dans l'histoire du X, le terme X-Men n'a désigné les acteurs porno. Je me défie, vous qui avez parlé d'allégations fumeuses, de me citer une occurrence de ce terme. Une seule. Et quand bien même vous en trouverez une, ce qui est rigoureusement impossible, le sujet perdrait tout son intérêt. Se demander si Rocco Siffredi est ou n'est pas acteur de films à caractère pornographique est aussi absurde que de se demander si la Terre est plate ou ronde. Nous savons depuis Galilée que la Terre est ronde. Gloire à Galilée qu'on torture pendant que Copernic. De même, nous savons depuis Marc Dorcel que Rocco Siffredi est un acteur porno. Nous pouvons donc évacuer d'emblée cette première hypothèse, et j'ai peur que cette première hypothèse soit votre thèse. Regardez l'intitulé du sujet, pour vous en convaincre. L'orthographe, avec son X majuscule, suivi d'un trait d'union qui plaçait le terme men, nous renvoie à la deuxième acception du terme, à savoir les X-Men, personnages de l'univers de Marvel. Les X-Men de l'univers de Marvel sont des êtres à qui des mutations génétiques vont octroyer des super-pouvoirs. Leur qualité surhumaine se développe en général à l'adolescence, moment critique pendant lequel l'individu peut sombrer dans le doute et l'égarement, ou au contraire maîtriser ses dons et devenir un individu pleinement épanoui. Jusqu'ici, rien ne distingue le X-Men de l'être humain. Nous avons tous connu cette période de trouble et d'égarement, période de l'adolescence, qui d'ailleurs affecte indifféremment les individus des deux sexes, c'est-à-dire un sexe chacun, mais pas forcément tous le même. C'est l'étymologie du terme mutant qui nous renseigne sur ce qui distingue les êtres humains des mutants d'un côté et les mutants des X-Men d'un autre côté. L'adjectif mutant vient effectivement du verbe muter qui est dans le sens de changer, transformer. Sa définition biologique porte donc sur un individu qui a subi une mutation, modification rare de l'information génétique
donc séquences d'ADN ou d'ARN contenues dans le génome. Ainsi, dans l'univers de Marvel, un mutant est-il un être proche de l'homme, possédant un gène X qui lui confère des super-pouvoirs. Le terme scientifique utilisé dans les comics pour désigner cette espèce est Homo sapiens supérieur, ce qui signifie que les X-Men sont le stade avancé de l'évolution, après l'Homo sapiens. Ces mutants sont semblables aux humains à un point près, leur super-pouvoir spécifique à chacun d'entre eux. Dans certains cas, leur mutation peut modifier leur aspect physique. Par exemple, le X-Men Diablo a la peau bleue, tandis que la mutante Polaris a les cheveux verts, signe ostensible de leur mutation. D'autres mutants, dont la particularité est plus discrète, peuvent facilement passer pour des humains. Ce qui m'amène à la question suivante, Rocco est-il un mutant? Nous allons recourir au syllogisme aristotélicien. Dans un premier temps, je vais vous démontrer que Rocco Siffredi est un mutant. Mais je vous exposerai ensuite que tous les mutants ne sont pas des X-Men, et c'est là votre erreur. Et que par conséquent, Rocco Siffredi n'est pas un X-Men. Rocco Siffredi, nous le savons tous, est doté d'un appendice génital surdéveloppé, de 23 à 25 cm selon les estimations, faites vos jeux. Ces proportions peu communes sont dues à une mutation des chromosomes sexuels. Mais s'il est bien un mutant, ça n'en fait pas un X-Men pour autant, car il n'a pas réussi à transcender ce don de la nature et à devenir un individu épanoui, en pleine maîtrise de ses dons, la définition même du terme X-Men. Transcender vient du latin transcendere, qui signifie surpasser, aller au-delà, par opposition à l'immanent et transcendant, ce qui existe au-delà du monde sensible. Or, Rocco a les deux pieds et le reste dans le monde sensible. Il n'est pas un être transcendant. J'en veux pour preuve le documentaire, sobrement intitulé Rocco, sorti en 2016. Après s'être mis à nu littéralement, physiquement, devant la caméra pendant des décennies, l'acteur se met à nu psychologiquement, se dévoile comme jamais il ne l'a fait auparavant. Il souffre de priapisme, autrement dit d'érection perpétuelle. Le nom de cette pathologie vient du dieu Priap, qui, selon la mythologie grecque, aurait tenté de violer une déesse. Les dieux lui ont donc accordé en punition des attributs de poids énormes, mais inutiles. Le priapisme est en revanche bien utile à Rocco, puisqu'il arrive que son pénis ne dégonfle pas pendant près de 4 heures après l'érection proprement dite. Ce qui fait dire que Brassens avait décidément raison quand, dans sa chanson Fernande, il chantait, je cite, « La bandaison, papa, ça ne se commande pas ». Rocco est donc un mutant qui possède des qualités extraordinaires qui distinguent non seulement du commun des mortels, mais aussi de la majorité des pratiquants de sa profession. Mais tous les mutants ne sont pas des X-Men. Tous les mutants ne sont pas des X-Men. Il y a des êtres qui souffrent de mutations génétiques qui les distinguent du commun des mortels, mais n'en font pas des surhommes héroïques à la manière des X-Men. Du gigantisme à l'analgésie, en passant par l'agénésie, on va voir tout ça, les exemples sont légion. Le gigantisme, c'est l'affection dont souffrent les géants. Je parlais des vrais géants. Pas ceux de la compagnie royale de luxe qui sont venus pour les 500 ans du Havre, pantins inanimés, bêtes de foire, dont on raconte la légende en les traînant de ville en ville, qui seraient davantage Elephant Men que X-Men. L'agénésie est l'absence de formation d'un organe lors de l'embryogenèse. Ce n'est manifestement pas le cas de Rocco Siffredi, qui a tout ce qu'il faut là où il faut. L'analgésie est quant à elle une mutation du gène ZFH-X2 qui entraîne une insensibilité à la douleur, ainsi qu'au chaud et au froid extrême. Dans l'univers de Marvel, toutes ces anomalies génétiques seraient considérées comme des super-pouvoirs. Mais nous ne sommes pas dans l'univers de Marvel, ça ne nous aura pas échappé. Et dans notre monde à nous, les individus qui en sont atteints n'ont aucune maîtrise de ces dons. Qui pisés, ils en souffrent. Les géants ont une espérance de vie réduite, les individus atteints d'agénésie ne peuvent pas faire certaines choses, et les analgésiques peuvent se blesser sans souffrir de leur fracture, mais ce qui peut engendrer des complications et endommager leur corps. S'ils sont bien des mutants, ils ne sont certainement pas des X-Men. Or, Rocco, en raison de ses proportions et de son priapisme, appartient à cette catégorie. Il n'est donc pas un X-Men. J'en viens à la dernière caractéristique des X-Men. Les X-Men consacrent leur vie à protéger le monde, principalement contre la menace représentée par des mutants criminels, en particulier Magneto, qui estime que les mutants ne pourraient vivre sans crainte des persécutions des hommes que s'ils prenaient le contrôle du monde par la force. Les X-Men sont donc des êtres héroïques. Rocco n'a rien d'héroïque. Qu'a-t-il accompli pour le bien commun, dehors du plaisir qu'il donne sur d'innombrables oreillers? Car c'est dans un lit que se circonscrit sa vie. C'est là toute son existence. Rocco est un être désirant. Plus encore, il est un être passionné. Le terme passion vient du latin patior, souffrir. Il y a passion quand un désir, parvenu à dominer et orienter tous les autres, aveugle l'homme au point qu'il en devient dépendant. Rocco est un être passionné. Il est esclave de ses pulsions, de cette libido dévorante qui l'attire dans le guêpier des guêpières. Rocco Siffredi est donc bien un homo sapiens, et pas un homo sapiens supérieur. En d'autres termes, c'est un homme comme vous et moi,
surtout comme moi. Et comme tout mortel, car les homo sapiens sont mortels, ça ne vous aura pas échappé non plus, il est conscient du caractère éphémère de son séjour terrestre. Il est conscient de sa finitude. Rocco Siffredi est entré dans l'âge mûr. Et l'âge mûr étant, par définition, la période de la vie qui précède l'âge pourri, Rocco a décidé de prendre sa retraite pendant qu'il en était encore temps. Eh bien, à l'instar de Rocco, il est temps pour moi que je me retire. Mon client est absolument d'accord avec moi. Sur ce sujet, il ne faut pas trop s'étaler. J'aimerais revenir sur quelques-unes de vos affirmations, cher contradicteur. Vous me parlez d'anglais. N'êtes-vous pas un juriste? Je me souviens, il y a 5 ans, en cours de droit constitutionnel, Madame Renaud-Couteau, je cite, me disait « Les juristes sont très mauvais en anglais. » Alors, j'ai adoré votre utilisation du X-Men, mais j'ai l'impression que vous ne m'avez tout simplement pas écouté. Vous ne parlez que d'acteurs pornographiques. Je vous parlais de producteurs, de réalisateurs, je vous parlais d'énormément de choses, je vous parlais de 5000 femmes. En rêvez-vous autant? En tout cas, je m'incline devant tant d'éclats, mais m'afflige de n'y voir que peu de résultats. Les X-Men sont héroïques, effectivement. Ils sont également extrêmement impressionnants. Qui, ici, ne trouve pas Rocco impressionnant? Vous me parlez de géants. Connaissez-vous Cyclope? Qu'est-ce qu'un cyclope? C'est un géant avec un unique œil. C'est aussi un X-Men. Et c'est aussi une partie de Rocco. En fait, vous me laissez sans voix. Tout simplement parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas traité le sujet tel qu'il était proposé. Rocco Siffredi est-il un X-Men? Nous ne parlons pas uniquement des héros de Marvel. Et d'ailleurs, nous parlons de personnages fictifs dans ce cas-là. Est-ce que je ne vous ai pas prouvé que Rocco était un personnage fictif, était plusieurs personnages fictifs? Il est tout le monde. Rocco est partout en nous. Alors sur ce, j'aimerais finalement saluer votre magnifique rhétorique socratique. Effectivement, tous les mutants ne sont pas des X-Men. Et je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. Merci. J'ai remarqué plusieurs choses dans votre compte plaidoyer. La première, c'est que vous prenez un malin plaisir à me citer. Mais, voyez-vous, je préférais que vous utilisiez vos mots à vous. Moi, je suis comme Rocco. Je n'aime être la bouche des autres qu'avec mon consentement. Vous m'avez reproché de ne pas vous avoir écouté. Mais j'ai bien peur qu'à l'instar de ce proverbe biblique qui dit de regarder dans son œil si une poutre ne s'y cache pas avant de prêter attention à la paille qui est dans celle du voisin, vous-même ne tenez pas compte de vos allégations. Je vous ai parlé d'anglais, effectivement, parce que le terme est un anglicisme. C'est une évidence, une lapalissade même. Mais je crois vous avoir cerné. Vous êtes ce qu'on appelle familièrement, mon père disait du moins, un enfonceur de porte ouverte, un étrangleur de chat par la queue. C'est-à-dire que vous prenez une évidence,
Et en parlant fort, en parlant bien, admirablement sur la forme, hélas le fond ne suit pas, vous nous démontrez que effectivement A plus B égale C. 1 plus 1 égale 2. Certes. Je crois que ça aussi, ça nous laisse sans voix. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Je suis abasourdi. Oui, vous m'avez mis au défi de trouver un homme ayant couché avec plus de femmes que lui. Je pourrais citer d'autres X-Men, puisque manifestement X-Men sont pour vous des acteurs pornographiques, ils ne le feront pas. Je pourrais vous citer également Jacques Tafani, l'arrêt de mon père, dont les transports de joie relèguent aux oubliettes la Grande Crue de 1910, etc. Et qui, au coin du feu, nous racontait ses exploits. Alors, certes, je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'il y a forte présomption, et je pense qu'on peut croire à Tafani. Merci beaucoup pour ces deux plaidoiries et contre-plaidoiries. La position du président du jury est très compliquée. Il faut savoir à qui il va donner en premier la parole. Mais bon, puisque M. Lowe s'est fait remarquer, et que face à cette discussion, il a émis un petit jet... je pense qu'il est tout prêt pour prendre la parole en premier. Je sais que c'est un problème de taille. Et qu'on ne songe qu'à ça. Et j'ai très honte parce que c'est un sujet qui m'est très délicat. Je ne suis pas habitué à ça, je suis un juriste fou. Alors toutes ces choses un peu étranges qui tournent autour de la chose me rendent tout chose. Alors, une chose que je voudrais quand même que vous me disiez, peut-être que c'est pour ma culture, comment dire, pornographique. À qui donc faut-il comparer Rocco dans cette histoire-là? Bon, c'est un X-Men, etc. Mais je suppose que c'est dans le genre. Mais quels sont les autres concurrents que vous connaissez? Vous auriez pu prononcer un nom, je ne sais pas moi. Comme ça, je saurais que dans le monde, il y a quand même d'autres qui peuvent tenir, je dirais, la langue à Rocco. J'aimerais bien que vous me disiez quelle est l'étendue de votre culture. Ensuite, attendez. Je voudrais aussi, mais là c'est un peu le petit truc moral dans la chose, je voudrais savoir si pour vous, cette histoire de porno, est-ce que c'est un vice ou est-ce que c'est une vertu? Honnêtement, hein? Vous me le dites les yeux dans les yeux. Hein? Pas de trucs comme ça. Et puis ensuite, je veux vous poser une question franche. Est-ce que vraiment pour vous deux, hein? Attention, pas que pour lui, parce que lui, 7 ans, il se dresse. Pardonnez-moi, hein? Je voulais juste dire, est-ce que vraiment pour vous, 24 et 25 cm, c'est un record? Ou enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Parce que pour moi, c'est du banal, hein? Qui veut répondre en premier? Celui qui s'est dressé en premier veut répondre. Il y avait combien de questions? Alors, la première question, oui, la comparaison. Voilà. Est-ce qu'on peut lui trouver des concurrents? Eh bien, le seul concurrent que je vois qui pourrait lui tenir un petit peu la distance, à part lui, hein? Oui, non, à part son arrière-grand-père, ce serait l'homme chauve. Y a-t-il des hommes dans l'Assemblée? Je dirais que cet homme n'a pas de nom, mais tout le monde le connaît. Tous les hommes le connaissent. En effet, il y a très peu d'acteurs hommes dont on connaît le nom. En général, ce sont toujours des femmes. Effectivement, j'ai une amie,
J'ai une amie qui m'a parlé de vous, justement. Elle s'appelait Clara, elle me disait qu'elle était Morgane de vous. Mais sinon, des acteurs hommes, non, on n'en entend pas énormément parler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a que très peu de comparaisons, et c'est pour ça que Rocco est un X-Men. C'est parce que cet homme a réussi à se faire un nom en dehors uniquement du côté acteur pornographique, et il est aussi également devenu réalisateur, producteur, etc., etc. Il fait de la télé-réalité, il fait tout maintenant. Il est dans tout le monde du X. C'est un X-Men. Voilà. Deuxième question. On enchaîne. Vertu ou vice? La vertu dans le vice. Ah. Bon, ok, je vais un petit peu m'étaler, du coup. Je pense que, d'un côté, il y a des choses qui sont montrées, qui sont extrêmement malsaines, qui peuvent être très, très, très vicieuses, justement, et qui ne sont pas forcément bonnes. Mais, ce sont des choses qu'il faut parfois montrer, tout de même. Ce n'est pas parce que quelque chose est mauvais qu'on ne doit pas le montrer. Ça existe, et il faut le savoir. Voilà. Et la troisième question, alors là, j'ai totalement oublié. Vous pouvez. C'est vraiment pas. Donc la réponse se fait seulement sur les deux premières questions. Non, vous avez... Ah, moi je dois répondre à tout, d'accord. Comparaison n'est pas raison, mais contrairement à ce que dit mon contradicteur, d'autres acteurs pornographiques sont connus, j'ai eu l'occasion, pour mes recherches pour la science, de les découvrir. Je peux vous citer quelques noms, Emmanuel Ferrara, un espagnol je crois, il y a un Indien aussi, Ramon Nomar, oui, non, je me suis renseigné, parce que tous justement sont des émules de Rocco Siffredi. Alors, c'était pas très utile dans une plaidoirie, mais ça fait toujours de la culture générale. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ensuite, vertu ou vice? Je répondrai vice sans aucune hésitation. Le problème, débat du problème de la pornographie, hein, ni les apports qu'elle peut avoir. Effectivement, c'est un peu les deux, mais au départ, c'est tout de même un vice un peu caché, ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est un tel tabou, et pourquoi ne serait-ce que de parler de Rocco Siffredi déchaîne l'hilarité générale, avant même qu'on ait osé les premières saillies drôlatiques. Le problème de la pornographie serait la recherche de la transgression à tout prix. C'est pas vraiment ce qu'a fait Rocco Siffredi, qui excelle dans le gonzo, qui est effectivement une pratique violente, mais qui n'est pas la pratique la plus transgressive. Il y en a beaucoup d'autres, dont je tairai les noms, mais vraiment cette fois. J'en ai cité une au début de ma plaidoirie d'ailleurs, fistfucking, on a du urophilie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a beaucoup de choses, beaucoup de réjouissances, qui effectivement tendent à prouver que la pornographie est un vice. La deuxième question? La troisième question, oui. Est-ce que vous pouvez me la rappeler? Du coup, j'ai un peu perdu La taille. Ah, la taille. La taille. La plus importante, quoi. La première de toutes. La taille. La taille. Ah, c'est une question de taille, oui, la taille, oui. J'entends bien, mais... Non, la taille, c'était de savoir, est-ce que pour vous, les 24 et 25 cm... Ah, oui, non. Non. C'est bien. La taille? Bon. Oui, la taille aussi. Oui, la taille. Ça dépend. Ça, c'est une réponse de femme. Ça, c'est un... Ça dépend si c'est au repos ou en érection. Voilà. Ça dépend, ça dépasse. Bon. Ça. Après, si je peux continuer un tout petit peu. Il faut que je donne la parole à tous les membres du jury. Oui, alors laissez pas. Alors, pareil pour la science, j'ai dû me renseigner, et la plus grande taille enregistrée humainement, d'accord, sans prothèse, parce qu'avec une prothèse c'est 43 cm, mais sans prothèse, on est à 34 cm. D'ailleurs, un Américain qui avait été arrêté dans un aéroport par les policiers qui pensaient qu'il avait un pistolet dans son pantalon. Ce n'est pas le cas, apparemment. Voilà. Si. Bon. Parole justement à l'agent du public.
Madame Lecôte, qu'est-ce que vous avez comme question à poser à ces deux hommes? C'est dommage que ce soit deux hommes d'ailleurs qui aient eu ce sujet. Juste pour revenir sur le problème de la taille, la réponse n'est pas féminine. La réponse féminine est « mais non, ça n'a aucune importance ». Une question, messieurs, pensez-vous qu'une femme aurait développé le sujet, la chose, de la même façon que vous? Et sinon, comment une femme aurait-elle pu développer ce sujet de manière différente? La question a l'air de plaire. À moi le tour. Non, alors c'est moi qui vais faire présidence du jury. Monsieur Tafani va commencer, parce qu'à chaque fois, c'était monsieur Bernoulli qui le faisait. Une femme aurait été traitée le sujet de la même façon. Épineuse question. Oui, je vois pas pourquoi une femme aurait traité le sujet différemment. D'ailleurs, je vois pas pourquoi psychologie féminine différerait tant de la psychologie masculine et à partir de faits, parce que, pour ma part, je n'ai fait que développer une thèse à propos de faits établis, l'éthique en pornographie. Mais non, je ne vois vraiment pas pourquoi une femme aurait développé le sujet différent. Peut-être je ne suis même pas sûr que le rapport au corps, à la pornographie soit différent pour les femmes. Il y a de la pornographie pour femmes maintenant qui est développée, mais qui n'a pas grand succès en réalité. Ce qui veut dire que soit les femmes consomment la pornographie telle qu'elle est, soit elles n'en consomment pas, mais elles n'ont pas envie d'un ersatz ou de quelque chose de différent. Est-ce qu'elles auraient traité le sujet différemment? Est-ce qu'une femme aurait traité le sujet différemment? Je ne le pense pas. Alors, j'aimerais tout d'abord rebondir sur votre petite intervention. Effectivement, ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Ensuite, une femme aurait-elle traité le sujet de la même manière? Le sujet est Rocco, c'est un homme. Une femme aurait traité le sujet, donc, un homme, comme elle traite tous les hommes. C'est-à-dire... Je vois qu'il y a une majorité de femmes dans le public. Très bien. Extrêmement bien. Mieux que nous, d'ailleurs, je pense. Et c'est sans plus. D'autres questions? Alors, monsieur Persson. Je vais revenir un peu plus sérieux, désolé. Les X-Men sont porteurs de valeurs, du bien et du mal. Et Rocco? Alors, je pense que vous pourrez le demander à chacune des 5000 femmes. À mon avis, il ne leur apportait que du bien. Ce qui est une valeur en soi. Non, moi je pense que l'argument du faites-moi mal, vous me ferez du bien, ça peut s'appliquer effectivement à Rocco Siffredi, mais certainement pas aux X-Men qui, eux, font bien le distinguo entre les notions de bien et de mal, ce qui en fait des êtres héroïques et ce qui, par conséquent, exclut Rocco Siffredi de la caste des X-Men. Question? Monsieur Demy? Monsieur Bernoulli, si Rocco est un X-Men, c'est-à-dire un homo évolutiste au sens de la science, pardon, peut-on mesurer l'évolution? Et si oui, subséquemment, comment mesure-t-on l'évolution d'une femme? S'il vous plaît, un peu de silence! Bordel de merde! Excusez-moi pour le... Alors, connaissez-vous Charles Darwin? Je pense que oui. La sélection sexuelle dépend de l'ardeur, du courage, de la rivalité des mâles, autant que du discernement, du goût et de la volonté de la femme. J'ai oublié votre question. Peut-on mesurer l'évolution? Oui. Et cela voudrait dire que l'ensemble des évolutifs se trouverait principalement au Gabon. Et si oui, subséquemment, comment mesure-t-on l'évolution d'une femme? Alors, du coup, on va partir dans le plus sérieux.
il a été prouvé scientifiquement que les Homo sapiens et les hommes de Cro-Magnon ont cohabité pendant très longtemps au final. On s'attendait à ce qu'ils n'aient cohabité que quelques milliers d'années, mais non, ça s'est déroulé vraiment sur des dizaines de milliers d'années. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu reproduction entre les deux espèces. Infime, mais reproduction, sauf dans une zone au monde, qui est l'Afrique noire. Ce qui rend d'ailleurs les Africains de l'Afrique noire plus évolués que tous les autres hommes. Et du coup, oui, effectivement, on peut mesurer cette évolution à travers un pourcentage d'ADN Cro-Magnon et Homo sapiens. Voilà. Monsieur Tofani, très rapidement parce qu'on est déjà très en retard. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter rapidement votre question Oui, pour l'instant, j'en avais deux pour monsieur. Excusez-moi, pour vous, c'en est une autre. En effet, si Rocco est un mutant, mais pas un X-Men, ou plus ou moins non, ma question c'est, Nietzsche avait un concept qui est celui du surhumain, sur le dépassement. Et en ce sens, puisqu'il se dépasse énormément, Rocco n'est-il pas un peu surhumain? Alors, mais Rocco ne se dépasse pas. Rocco reproduit la même prestation à chaque fois. Rocco est de ces ardeurs qui se piquent la queue pour mieux pénétrer avec ardeur les jeunes femmes qui se pressent devant la caméra. Rocco ne se dépasse pas, justement, il ne transcende pas. Il est un être banal, il est un homo sapiens, justement. Non, ce n'est pas un surhomme. Le concept du surhomme de Nietzsche, pour moi, totalement étranger à Rocco Siffredi, dont je souhaite d'ailleurs d'avoir une meilleure fin que Nietzsche, qui s'est jeté sous les sabots d'un cheval. Pour un étalon, ça la ferait bien. Vu le timing, je ne vais pas vous poser de questions, d'autant que, autant je connais la filmographie de Rocco Siffredi, autant j'avoue que les X-Men, je suis passé totalement à côté. Donc voilà, mais je préfère regarder les Kaira ou Anatomie de l'enfer que... Oui, il n'a pas fait que du pornographique, Rocco. Voilà, mais le temps étant... voilà, ce qu'il est, je suis obligé d'interrompre cette joute et de vous dire que nous allons nous retirer pour délibérer.